Le monde de 2050, si on parvient à engager cette transition résolument, sera un monde très très différent. Depuis le début du 19e siècle, on a utilisé successivement du charbon qu'on utilisait assez peu avant, du pétrole, du gaz. Et ça représente aujourd'hui à peu près 80% de ce qu'on appelle le mix énergétique mondial, c'est-à-dire les différentes sources énergétiques. La richesse qu'on produit chaque année aujourd'hui est à peu près 100 fois supérieure à celle qu'on produisait en 1800. Et bien cette richesse qui nous entoure est une richesse qui historiquement est très carbonée. Et il faut essayer de trouver des solutions, donc c'est ce qu'on appelle la transition énergétique ou transition écologique. Ça va supposer de réduire ses émissions. Aujourd'hui on émet à peu près 35 milliards de tonnes de CO2, c'est un peu théorique, mais enfin convenons que c'est beaucoup de CO2. Eh bien il faudra l'avoir ramené dès 2050 à moins de 10 milliards de tonnes de CO2. C'était le niveau d'émissions de 1950 et donc en 2050, il faudra émettre autant de CO2 qu'il y a qu'un siècle auparavant, sauf qu'entre-temps, la population mondiale, elle aura été multipliée par 3 ou 3,5. Donc c'est un défi qui est un défi absolument extraordinaire et derrière tout ça évidemment ce qu'on appelle la transition énergétique, c'est pas uniquement une question d'énergie, c'est pas simplement moins de centrales à charbon et plus d'éoliennes, c'est aussi la transformation des systèmes de transport, c'est aussi la transformation de l'habitat, la transformation des villes, peut-être la transformation du commerce international, donc de la globalisation. Il y a cette capacité qu'on a à l'heure actuelle à transporter au bout du monde des t-shirts sans se préoccuper de l'empreinte carbone, c'est-à-dire de l'énergie et du CO2 qu'on va émettre pour ce commerce. Or la bonne nouvelle c'est que pour ça on a pas mal de technologies qui sont disponibles et dont le coût a baissé, que ce soit des technologies de production d'énergie qui sont décarbonées, évidemment des éoliennes, surtout du photovoltaïque, des systèmes de transport qui ont une empreinte carbone qui est plus réduite, naturellement à la fois les véhicules électriques, mais la manière de partager des véhicules et de réinventer la mobilité. Et puis on sait qu'on peut avoir des bâtiments beaucoup plus efficaces, mais ces transformations, il faut les financer. Les différentes évaluations dont on peut disposer indiquent que voilà, ça suppose d'investir peut-être 5 000 milliards, 6 000 milliards par an et de prolonger cet effort donc à la maille mondiale, de prolonger cet effort sur le long terme. Donc évidemment c'est un effort qui est un effort tout à fait crucial. Mais derrière tout ça, cet effort, si on en parle même en matière économique, c'est un effort qui peut être tout à fait rentable. Alors déjà parce qu'on va s'éviter des catastrophes qui économiquement seraient très très coûteuses et bien plus coûteuses, mais aussi parce qu'on va tirer des bénéfices de ces transformations qu'on va mettre en œuvre. Dans le cas de la France, nous importons chaque année de l'ordre de 50 milliards d'euros de pétrole et de gaz, pour l'essentiel du pétrole. Donc ce sont des importations qui vont se réduire et à la place de ça, on aura plus d'emplois locaux parce qu'on aura par exemple une agriculture dont on utilisera mieux les déchets pour produire de l'énergie et cette énergie, son processus de production, ces emplois ne seront pas délocalisables. On aura également des bénéfices immédiats parce que le système tel qu'il est organisé à l'heure actuelle est un système qui produit des pollutions de l'air et donc ces pollutions, elles ont un coût environnemental qui pourrait peser, dans le cas de la France, 50 milliards, peut-être plus de 50 milliards, notamment sur les systèmes de santé, sur la sécurité sociale. Et donc on peut considérer que les coûts liés à ces pollutions vont également baisser. Et si on veut avoir une intuition de la suite, évidemment c'est assez compliqué parce que aujourd'hui, si on regarde les dernières données disponibles en 2017 et 2018, au lieu d'avoir des baisses d'émissions de CO2 au niveau mondial, on a eu des augmentations. Donc on n'est pas encore passé de l'autre côté de l'histoire, le moment à partir duquel on va se mettre à émettre de moins en moins. On est encore dans l'ancien modèle à l'heure actuelle, qui est un modèle dans lequel on émet de plus en plus de CO2 et on crée de la richesse économique en brûlant du carbone. Donc évidemment, on peut être totalement
sidérés par tout ça et se dire on va pas y arriver. Ma conviction, c'est qu'il est possible d'y arriver, notamment parce que à la fois beaucoup de technologies sont bien plus matures, bien moins coûteuses qu'il y a quelques années, et puis surtout la réalité des risques commence à se manifester. On est dans un monde simplement à 1 degré qui est déjà un monde très très bizarre en termes météorologiques. Et donc si on devait aller vers un monde à 2-3 degrés, ce monde, je pense qu'on n'a même pas la capacité à l'imaginer. Donc la pression s'exerce, notamment la pression s'exerce via la finance. Les financiers aujourd'hui, de plus en plus, et ça on va l'observer sans doute assez violemment à l'avenir, ils vont avoir du mal à financer des entreprises qui seront basées sur des modèles très carbonés, ou en tout cas les financiers vont différencier les entreprises entre elles et essayer d'avoir les entreprises qui ont les meilleures technologies dans ces domaines, qui parviennent à réduire leur empreinte carbone et qui parviennent à résister aux effets du changement climatique. Et de ce point de vue, je pense qu'on n'est pas très loin du point de basculement. Évidemment, tout ça laisse des raisons d'espérer, voilà, tout en ayant à l'esprit que c'est un très grand défi. Et évidemment, si on a aux alentours de 20 ans aujourd'hui, parce que c'est le monde dans lequel vous allez avoir à vivre, et donc c'est le monde que vous allez également, évidemment, contribuer à inventer.